Bonsoir, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis du CREG. C'est un plaisir de vous accueillir au nom du comité de l'ouverture de cette 96e réunion dédiée à la géopolitique, grâce à la collaboration précieuse du JPRI. Comme promis, voilà en préambule la note historique du 27 mai. En 1703, le 27 mai, Pierre le Grand fonde Saint-Pétersbourg. Son précepteur était le Genevois François Lefort. En 1931, premier vol en ballon libre dans la stratosphère par le Suisse Jacques Picard. 1944, naissance d'Alain Souchon, artiste français. En 1564, mort à Genève de Jean Calvin, un 27 mai, notre réformateur. En 1702, décès de la marquise de Montespan, la favorite de Louis XIV. Et en 1840, c'est le musicien Paganini qui est décédé, toujours un 27 mai. Aujourd'hui, nous sommes actuellement dans les locaux de Python Sécurité SA et j'ai à mes côtés les organisateurs que je vous présente. Tout d'abord, Olivier Lassouque, qui est membre du comité et qui officiera comme régisseur de la soirée. Vous l'avez en image en numéro 4. Le voilà. Merci, bonsoir Olivier. Vous avez également Marco Ferri, qui est le technicien informatique pour la soirée, et je le remercie de toutes ses qualités qu'il met à disposition, ainsi que Christian Piton, qui nous accueille et à qui je cède la parole pour présenter les lieux. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes en effet depuis l'espace Hans von Hallwyl à la Praille, dans le galetas d'un vieux bâtiment des années 1950. C'est un espace qui a été aménagé et le nom de Hans von Hallwyl, c'est un chevalier. C'est un chevalier qui, par sa détermination et son sens de la prise de décision rapide, le 22 juin 1476, eh bien, a réussi à dérouter les Bourguignons près de Morat et la fuite de Charles le Téméraire. Et à l'intérieur de cet espace, nous faisons nos formations chez Python Sécurité et il y a une collection de tableaux militaires et notamment des 4 généraux suisses, les 4 derniers, 10 ans pour 39-45, Villet pour 14-18, Herzog pour 1870 et le général Dufour pour réconcilier les catholiques et les protestants suisses qui voulaient se battre entre eux et faire sécession. Voilà, bienvenue à l'espace Hans von Hallwyl. Merci, cher Christian. Et maintenant, je vais vous présenter le premier intervenant, qui est M. Gabriel Gallis, président du JPRI, Geneva International Peace Research Institute. Il est également économiste et politologue, ainsi que docteur à l'université de Grenoble. Alors, je cède la parole à Gabriel Gallis, s'il veut bien se présenter. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Bien, bonsoir à tous. Merci d'abord de cette initiative. Le confinement nous branche sur la technologie. J'espère qu'à une prochaine séance, nous pourrons être ensemble physiquement. Mais en attendant, c'est bien d'utiliser les ressources modernes. Alors, je suis, en dehors de politologue et économiste, depuis quelques années investi dans la recherche pour la paix à Genève au sein du JPRI. Et j'en suis maintenant le président du conseil de fondation. Donc, je répondrai à d'autres questions et puis je resterai à disposition puisque mon adresse sera disponible pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Souhaitez-vous que je fasse l'exposé tout de suite? Oui, oui. Commencez avec la France comme prévu sur le Très bien. Alors, je vais me mettre sur mon document. Est-ce que je peux partager le document ou pas? Oui, oui. Normalement, vous pouvez. Alors, j'ai mis sur partage l'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Alors, je ne sais pas s'il souhaite l'activer ou si on continue comme ça. 2 secondes, on va trouver. Partager. Bon, commencez l'exposé et puis on va essayer. D'accord. Voilà, Alors, d'abord, il faudrait préciser que
quelques remarques générales concernant tous les pays. Premièrement, le virus est révélateur, voire accélérateur de situations et de politiques qui sont antérieures à son arrivée. En fait, la crise sanitaire a révélé la complexité, la diversité d'un monde moins mondialisé qu'on le disait, les États faisant jouer leurs frontières et les fermant aux besoins. Deuxièmement, cet inconnu du Covid-19 a désarmé les experts qui en sont réduits aux extrapolations à partir de virus connus précédemment ou à partir de modèles mathématiques qui ont la valeur relative qu'on leur connaît. Troisièmement, comme les experts étaient désarmés, les décideurs politiques partout ont été conduits à décider dans le brouillard. Et finalement, c'est à la fois leur honneur et leur difficulté de prendre des décisions pour le bien de leur population, de leur peuple, mais pas toujours en ayant les éléments d'information nécessaires. Et puis, quatrième conclusion qu'on peut tirer de cette observation générale, c'est que les pays ont eu tendance à durcir leur position ou à les conforter, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un peu la réaction d'un individu qui est menacé, il se crispe. Et ces crispations peuvent être positives quand les postures sont favorables ou négatives quand elles sont défavorables. Alors d'abord, un premier point qui est cette courbe, je ne sais pas si vous voyez ce diagramme, c'est un tableau qui est produit par l'Organisation mondiale de la santé et qui montre les proportions, parce que finalement, le nombre de morts par pays ne veut rien dire si on ne rapporte pas ça à la population. Donc, la seule façon de comparer des choses comparables, c'est de rapporter le nombre de morts et éventuellement le nombre de cas de soignés, etc. Mais là, je me suis concentré sur les décès pour un certain nombre de pays notoirement voisins. Il n'y a pas la Suisse là-dedans parce que ça doit être un tableau qui doit être de l'Union européenne. Vous voyez que la Belgique a le triste record avec 800 décès par million d'habitants, suivi de l'Espagne 600. Le Royaume-Uni et l'Italie sont à peu près au même niveau, dans les plus de 500, 540. Dans ce tableau-là, mais les chiffres ont légèrement bougé depuis, on le verra après. La France distingue avec ou sans les maisons de retraite, considérons que c'est avec les maisons de retraite, mais il semble que les morts à domicile ne soient pas comptés. On verra plus tard s'il y a une réévaluation. Les États-Unis qui se débrouillent pour le moment moins mal, mais c'est difficile parce que la vague est arrivée plus tard aux États-Unis. Vous avez vu que la vague s'est déplacée de l'Asie vers l'Ouest, et du coup, elle a frappé d'abord l'Europe, puis l'Amérique. Et c'est maintenant les États-Unis, puis le Brésil et quelques autres qui la prennent de plein fouet. Donc, il faudra qu'on comptabilise tout. Et puis, la bonne performance de l'Allemagne qui a 4 fois plus, 99, presque 100 décès par million d'habitants. Donc, avec ces 436 décès par habitant, la France est le 5e. Elle fait un petit peu mieux que la Belgique, Royaume-Uni, Italie et le Royaume-Uni. J'aborde là une autre question qu'on discutera en détail, c'est qu'en France, les écarts sont importants selon les villes ou les régions. Les statistiques indiquent 750 décès par million à Paris contre 149 à Marseille, ce qui met sur la table la question du protocole du professeur Raoult. Alors, c'est vrai que les Français contestent les statistiques allemandes, pour se consoler de ne pas être aussi bons qu'eux. Et puis, ils peuvent aussi se consoler en constatant qu'il y a des pays qui font pire qu'eux. Mais il y a aussi des pays qui font mieux qu'eux. Et en particulier, on voit bien qu'il y a des cas comme le Portugal, qui a 130, je n'ai pas mis le chiffre, mais c'est Portugal. La Grèce qui a 17 décès par million, la Corée 5 et 0 au Vietnam. Il y a un tableau d'ailleurs général que vous pouvez regarder de l'OMS, le lien est indiqué, je l'enverrai si vous le souhaitez.
Alors, quelles sont les raisons de cette contre-performance française? C'est un peu là-dessus que je voudrais vous livrer un certain nombre d'hypothèses. D'abord, cette citation d'Emmanuel Macron que je trouve passablement insuffisante. Le virus n'a pas de passeport. Oui, d'accord, mais le virus ne se promène pas tout seul. Le virus, il est transporté par des êtres humains qui, eux, ont un passeport, ou alors ils sont clandestins, mais même quand ils sont clandestins, en général, ils ont un passeport. Et c'est bien la question de cette gestion des frontières qui est posée. Alors, parmi les constatations qui sont faites, je pense en particulier à un article du New York Times qui est bien fait. Il souligne que la France, quand le président de la République a dit que nous étions en guerre, en fait, la France était désarmée. Elle est partie en guerre en n'ayant pas de munitions, c'est-à-dire en ayant une désindustrialisation massive depuis 40 ans. L'industrie représentait 13%, presque 13% de son produit intérieur brut en 1993. Aujourd'hui, c'est 10%. Et du coup, la France manquait à peu près de toutes les armes pour combattre le virus. Les masques, le gel, les tests, les respirateurs, le curare et même le Doliprane. Alors, j'ai fait ici une évolution de l'emploi qui montre cette dégringolade de l'industrie. On a externalisé, on a sous-traité à l'étranger. Je compare ça, cette part de l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut en pourcent, avec d'autres pays, et notamment avec l'Allemagne. L'Allemagne a le double de performance dans son PIB consacré à l'industrie. L'Italie se débrouille pas si mal que ça, l'Espagne, et puis la France semble avoir suivi le modèle thatchérien d'une espèce de priorité à la finance au détriment, ou des services plus généralement, au détriment de l'industrie. Ça, c'est une première donnée. Une deuxième donnée, ça a concerné le démantèlement des services publics, et dans la santé notamment. Le système de santé français était, quand on regarde les évaluations il y a 20 ans, tenu pour un des meilleurs, avec son système de sécurité sociale, avec un réseau d'hôpitaux et de prestataires privés de services qui formaient une certaine cohérence. Mais on a fermé des lits, on a un personnel rémunéré, et finalement, c'est sous François Hollande, la présidence de François Hollande, que les stockages de masques de protection sanitaire a été décidé, parce que les masques, ça coûte cher. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse, c'est finalement confondre la gestion publique et la gestion privée. Vous savez que dans la gestion privée, le stock, c'est l'ennemi. Quand on a trop de stock, on immobilise des ressources, on immobilise inutilement du capital. Donc, c'est ce qu'on a appelé le toyotisme, hein, c'est la guerre au stock et le privilège au flux tendu. Bon, en dehors du fait que le toyotisme n'avait pas que des avantages, mais il en avait quand même. Mais quand on administre des méthodes de fabrication de Toyota à la santé, ça ne marche pas forcément. Et là, vous avez quelques indications sur le nombre de lits pour 1000 habitants. L'Allemagne en a 8, la Russie 8, la Corée du Sud 12, le Japon 13. Bon, alors c'est vrai que la France, avec ses 6, se situe dans une proportion. Elle est même dans une meilleure situation que la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Grèce. Bon. Ça, c'est le nombre de lits qui a joué un rôle, puisqu'on a vu qu'il fallait mettre les patients de l'Est de la France dans des TGV pour aller les soigner dans l'Ouest, où le virus était moins virulent. Troisième donnée, l'Union européenne qui a joué un petit peu la norme de ce que j'appelle néolibéral, parce que je parle comme tout le monde, mais on pourrait discuter cette norme. En fait, limiter les dépenses publiques, privatiser, limiter les services publics. Et je cite un article de l'Humanité qui précise que la Commission européenne, en quelques années, a demandé 63 fois aux États de réduire les dépenses de santé. Bon, la Grèce, d'ailleurs, a particulièrement souffert de ça et s'en est quand même bien sortie, ce qui est une espèce de miracle qu'il faudra expliquer plus tard. Quatrième point, les réponses répressives en France. Finalement, comme le gouvernement
ne savait pas trop quoi faire parce qu'il n'avait pas les armes pour se battre. Il a considéré qu'il fallait sanctionner. Alors, empêcher les gens de sortir, les punir s'ils sortaient sans leur déclaration de déplacement, verbaliser abusivement, systématiser les cours criminels de juges professionnels. C'était expérimental, mais le Covid a permis de les professionnaliser au détriment des jurys populaires. La seule bonne nouvelle pour les avocats qui sont des libéraux au sens pénal du mot, c'est que pour désengorger les prisons parce qu'on craignait une contamination, on a libéré 13 000 détenus. Ces détenus étaient en fin de peine d'ailleurs. Je pense que les cas les plus sérieux sont restés enfermés. Mais de toute façon, ça ne résout pas le problème des prisons françaises. Cinquième remarque, c'est finalement un surarmement inapproprié et les armées infectées. Je pense en particulier, et là on verra que ça ressemble la situation française à la situation américaine, le porte-avions Charles de Gaulle contaminé. Ça pose quand même un problème, surtout qu'il devait être opérationnel une fois dans le Nord et une fois pour une opération en Méditerranée. C'est un handicap pour l'efficacité et la crédibilité de l'armée française. Alors, le sixième point, c'est les mensonges d'État à répétition, parce qu'il faut quand même bien dire que le gouvernement a commencé par dire que les masques ne servaient à rien, parce qu'il n'y en avait pas, puis dans les protestations des personnels de santé, il s'est un peu résigné à en commander, mais il n'arrivait pas pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. Bon, finalement, maintenant, ils sont quasiment obligatoires dans les transports publics et dans quelques autres lieux. Mais surtout, le gouvernement s'est trouvé dans une contradiction un peu curieuse entre le confinement et la consultation électorale pour le premier tour des municipales. Donc, conclusion de cette gestion française, je dirais que c'est un peu le cumul d'une centralisation et d'une relative inefficacité managériale. Et surtout, ce que ça a montré, c'est que le pays était divisé. Des pays qui ont bien réussi, c'est des pays où on a réussi à faire l'accord entre les différents groupes politiques. Le Portugal est un exemple. La gauche au pouvoir a été soutenue par l'opposition. Et d'autres pays comme l'Allemagne ont négocié entre les Länder et le gouvernement fédéral. Voilà en quelques mots les idées que je voulais livrer à la discussion en introduction sur ce qui est une mauvaise gestion, me semble-t-il, de la situation française. Heureusement que les Français ont été meilleurs que leur gouvernement, c'est-à-dire que les infirmières, les médecins, les petits entrepreneurs qui se sont mis à fabriquer des masques ou les artisans qui se sont mis à réactiver des productions défaillantes. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci. On va passer la parole à Odia, si on arrive à la voir, pour présenter M. Jacquet. Alors, est-ce que Odia, on peut la voir? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, le prochain interlocuteur est Gilles Emmanuel Jacquet, qui est enseignant à l'Université de Genève ainsi qu'à la Geneva School of Diplomacy et sur des écoles à l'étranger. Il va donc nous parler de la situation, excusez-moi un instant. En Russie. En Russie. En Russie, pardonnez-moi. Je cède la parole à Gilles Emmanuel. Bonsoir, alors merci pour votre invitation. Alors, je n'enseigne pas à l'Université de Genève, j'enseigne dans les universités privées à Genève et aussi à l'étranger. Et je suis le collègue donc, de Gabriel Galis, je suis trésorier du conseil de fondation du JPRI. Voilà, alors je vais vous parler effectivement de la situation en Russie, plutôt d'une manière globale, voir déjà comment le Covid est arrivé en Russie, et puis comment les autorités ont fait face à cette situation. Et puis dans un troisième temps, je vous parlerai un peu aussi de l'impact économique et puis politique aussi potentiel de ce Covid-19 sur la Russie. Alors déjà, en guise d'introduction, pour un peu situer avec des chiffres, même si mon exposé ne traitera pas que de chiffres, mais à la fin mai 2020, en fait hier, on était à 362 342 cas déclarés et enregistrés officiellement. Et on a eu en Russie, donc depuis le début de la crise, 131 129 guérisons et 3 807 morts. Si on veut faire des comparaisons avec des pays, alors qui ne sont pas en vérité tant comparables que ça, on pourrait penser aux USA et à la Chine, mais leurs populations
sont quand même plus importantes que celles de la Russie. Bon, aux États-Unis, on était à plus d'1 million de cas, 1 710 893 cas pour 359 000 cas de guérison et 100 038 décès. Alors qu'en Chine, on était, et là c'est encore des chiffres officiels déclarés, 82 992 cas, 78 277 guérisons et 4 634 décès. Alors, on a entendu beaucoup d'analyses parfois un peu catastrophistes sur la Russie. La situation en Russie n'a pas été pire qu'ailleurs. Elle a été, on pourrait dire, dans le pire des cas, elle aurait pu être comparable sur des aspects à la situation de la France, mais il est compliqué de juger la Russie, puisque déjà, c'est un pays qui est fédéral avec un grand territoire. Et la réalité qu'on peut vivre et connaître à Saint-Pétersbourg ou à Moscou ne va pas être la même si on vit dans le Caucase ou on vit dans l'extrême-orient russe ou dans les régions, par exemple, exportatrices, enfin productrices et exportatrices de ressources naturelles, énergétiques, comme le gaz ou le pétrole, où là, il y a une économie un peu plus florissante. Alors, de par la taille de son territoire, 17,1 millions de kilomètres carrés, et par sa population qu'on estime à 144,5 millions d'habitants, ainsi que sa proximité géographique et ses relations avec la Chine et les États membres de l'Union européenne, eh bien, la Fédération de Russie elle est particulièrement concernée par la pandémie de Covid-19. Et d'une certaine manière, aussi bien au niveau des échanges humains que des échanges commerciaux, la Russie, c'est un pont, en fait, entre l'ensemble eurasien, la Chine en particulier, et l'Europe centrale et occidentale. Donc, ce qui impacte la Russie peut aussi nous impacter. Donc, la Russie a joué un peu le rôle de fusible, en vérité, dans cette crise. Alors, les 2 premiers cas de Covid-19, ils ont été identifiés assez tôt en Russie. Ça a été le 31 janvier 2020, dans la ville de Tyumen. Donc, à Tyumen, c'est en Sibérie de l'Ouest, et dans la ville de Chita, en Transbaïkalie. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la géographie russe, ce sont des régions qui sont proches de la Chine. Et il s'agissait justement de 2 citoyens chinois qui ont été diagnostiqués, isolés et qui ont guéri. Durant le mois de février, dans les statistiques officielles russes, mais aussi des organisations internationales, on n'a aucun cas qui est rapporté officiellement sur le territoire russe, en tout cas dans les 3 premières semaines de février. Ensuite, vers la fin du mois de février, on commence à parler du Covid-19 en Russie, mais par rapport à la situation d'expatriés. Le 23 février, justement, on a 8 touristes russes qui avaient voyagé à bord du Diamond Princess, le paquebot dans lequel il y avait eu des personnes contaminées. Eh bien, ces Russes, eux, étaient contaminés par le Covid-19 et ils ont été rapatriés à Kazagne, dans la République autonome du Tatarstan, en Russie. Et ils ont été soignés avec succès. Et puis, donc, sur la fin du mois de février, on va avoir d'autres cas qui vont être déclarés. Le 28, c'est un citoyen russe, 28 février, qui s'était rendu en Iran et qui va être détecté positif en Azerbaïdjan. Et puis ensuite, c'est à partir du mois de mars. Le 3 mars, on a le ministère de la Santé des Émirats arabes unis qui annonce que 2 citoyens russes ont contracté le Covid-19. Et ils vont être aussi par la suite rapatriés. Alors, après ces cas qui sont surtout déclarés à l'étranger, eh bien, on va avoir des cas qui vont cette fois-ci apparaître de manière, on pourrait dire, pas native, mais sur le territoire russe, mais ce ne sont pas vraiment des cas natifs. Et je vais vous en parler après, en fait. C'était des Russes qui venaient de pays occidentaux. Alors là, on est en janvier-février, les autorités russes n'ont pas attendu l'apparition des premiers cas pour prendre des mesures. La représentante de l'OMS en Russie, la docteure Melita Voinovich, a ainsi indiqué à la fin mars à des journalistes de CNN que la Russie avait lancé une campagne de tests dès la fin janvier. Alors dès le 23 janvier, justement, quand on a ces premiers cas qui sont détectés, qui commencent à être détectés près de la frontière chinoise et à l'étranger, eh bien, les vols en provenance de Chine sont redirigés vers un des aéroports principaux de Moscou, l'aéroport Sheremetyevo. Et à Sheremetyevo, donc, les passagers vont passer des tests et il y en aura 105 qui vont être isolés, mais aucun cas ne sera détecté à l'époque. Et les transports routiers et ferroviaires avec la Chine vont être suspendus le 2 février. Et l'entrée sur le territoire russe sera interdite aux ressortissants chinois à partir du 18 février. Donc les mesures sont assez précoces. Ensuite, le 30 mars, là, la Russie est déjà par contre plus sérieusement touchée. Le 30 mars, l'ensemble des frontières de la Russie sont fermées, sauf pour les transports de marchandises. Et le 31 mars, les mesures de confinement sont étendues à tout le territoire de la fédération, alors qu'avant, elles étaient limitées aux zones les plus touchées. Alors justement, les zones les plus touchées, eh bien, les premiers cas signalés, le premier cas en fait, de contamination, il est signalé à Moscou le 2 mars. Et il s'agissait d'une personne qui s'était rendue en Italie. Et peu après, on va avoir d'autres cas qui vont suivre assez rapidement. Une personne à Saint-Pétersbourg le 5 mars, 5 autres personnes à Moscou, une à Nijni Novgorod le 6 mars, 3 à Lipietsk et une autre à Saint-Pétersbourg le 7 mars. Et puis à partir de là, bon, eh bien, si on regarde des courbes, ça commence
à justement prendre des proportions quasi exponentielles. Donc, beaucoup des premiers cas positifs signalés, c'était en fait des personnes, des citoyens russes qui avaient voyagé en Italie, en France, en Espagne, en Suisse et en Autriche. Et la majorité des premiers cas identifiés le furent dans les régions occidentales de Russie. Donc on a eu certes 2 citoyens chinois identifiés en Transbaïkalie et en Sibérie de l'Ouest. Évidemment, c'est près de la Chine, mais les mesures qui ont été prises, apparemment, vraisemblablement et officiellement, ont été plutôt efficaces, puisque les premiers cas sont détectés dans les oblasts occidentaux de Russie, c'est-à-dire Moscou principalement et Saint-Pétersbourg, durant la première quinzaine de mars 2020. Et ça va atteindre une centaine de cas, puis quelques milliers à la fin mars. Et quand on observe les courbes, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire les courbes d'apparition des cas en fonction des régions, eh bien, la pandémie, elle se déplace ensuite vers la périphérie et vers l'Est. D'abord vers la région du Caucase et le Daghestan, puis Nijni-Novgorod, Sverdlovsk, et puis ensuite jusqu'à l'extrême-orient russe. Et les courbes, on peut les superposer, elles sont à peu près, ce qui est assez intéressant, à peu près parallèles. Donc elles connaissent une progression similaire du nombre de cas, et cette croissance, elle est surtout marquée en avril, puis en mai, avant de plafonner à partir de la 3e semaine de mai 2020. Donc, durant cette crise aussi, ce qu'on a pu noter, la Russie a été active à l'international. Elle a fourni une assistance médicale à des pays étrangers. On a eu une centaine de milliers de tests qui ont été fournis dès le 21 mars à des pays de la CEI, comme l'Arménie, le Bélarus, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, et puis aussi la Mongolie, la Corée du Nord, l'Iran, le Venezuela ou la Serbie. Et le 23 mars, à la demande des autorités italiennes, la Russie a envoyé 9 avions, 9 gros porteurs, et la Russie a déployé une unité médicale militaire composée d'une centaine de spécialistes, donc des médecins, des épidémiologues et autres. Et ils ont mis notamment en place un hôpital de campagne à Bergame. Des masques et du matériel médical ont même été d'ailleurs envoyés ensuite à destination des États-Unis le 1er avril. Alors, cette assistance médicale russe aux pays occidentaux, ça a été un geste de solidarité internationale, quoi qu'on en pense, mais ça a été aussi une manière pratique d'acquérir une expertise dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi, il est vrai, de mener une opération de communication efficace, ce qui fut également un symbole fort si on prend en compte le fait que ça s'est produit près de 30 ans après la fin de la guerre froide, de voir des troupes russes dans un pays membre de l'OTAN. Alors, à la fin du mois d'avril, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, le Soudan, l'Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie, le Koweït et même le Qatar avaient demandé une assistance médicale à la Fédération de Russie. Alors ensuite, sur l'impact politique et économique du Covid-19, alors, au niveau de l'impact politique, eh bien, un référendum constitutionnel devait se tenir le 22 avril et il a été reporté. L'Institut de sondage russe indépendant, réellement indépendant et très connu, l'Institut Levada, a mené une enquête à l'époque qui est très intéressante. Et le sondage a montré que 50% des personnes sondées étaient satisfaites par les mesures prises au niveau politique local, c'est-à-dire au niveau des maires et des gouverneurs, et 46% des sondés, eux, étaient satisfaits par les mesures prises par les autorités fédérales. Voilà. Alors, cette crise coûte cher au gouvernement russe, puisque le gouvernement russe, au début du mois d'avril, a décidé d'allouer 18 milliards de dollars à la lutte contre le Covid-19. Donc, la pandémie de Covid-19 et le ralentissement des activités économiques ont affecté très négativement l'économie russe. Alors, il y a eu un facteur aggravant là-dedans, déjà, ça a été la chute du prix du baril de pétrole. Et il faut aussi, donc, à partir de là, pas perdre de vue que l'économie du pays dépend fortement du secteur énergétique. En gros, grosso modo, le gaz et le pétrole représentent 16% du PIB russe, contribuent à la moitié du budget fédéral et ça représente en gros 70% des exportations russes. Et on a eu aussi donc une chute assez importante de l'indice de la bourse de Moscou, qui a chuté de manière plus ou moins parallèle d'ailleurs à la chute du prix des cours des matières énergétiques et aussi à la chute du rouble. Le rouble a perdu aussi sa valeur face au dollar. Alors, le Covid a impacté, mais il ne faut pas perdre de vue aussi que l'économie russe, elle avait déjà été impactée par les sanctions prises au lendemain de l'annexion de la Crimée en 2014. Voilà. Et pour ce qui est ensuite de cet impact politique, certaines personnes présupposent que l'opposition russe pourrait ressortir renforcée de cette crise. Ça n'est pas évident. Il y a une lassitude en Russie, une partie des citoyens envers le président russe, une partie de sa gestion récente de la crise, mais dans l'ensemble, on ne voit pas la même colère, le même ressentiment qui pourrait s'exprimer en France, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie. C'est très gentil.
Merci, pas de chez moi. Et nous allons maintenant céder la parole à M. Gabriel Galis. Après son excellent exposé sur la France, il va nous parler maintenant des USA. Et je vous rappelle qu'après, c'est à nouveau M. Jacquet qui parlera de l'Afrique, mais les questions que vous pourrez poser pour le public, pour les spectateurs, on les posera à la fin, après l'exposé que fera M. Thierry Dim à 20h30 à peu près. Merci. Alors maintenant, c'est le retour auprès de M. Gabriel Galis. Alors, oui, j'espère que vous m'entendez. Oui. Alors, les États-Unis, c'est la grande puissance. M. Galis, vous pouvez partager vos documents. Il faut appuyer sur la touche partager. Je peux, si vous souhaitez que je les partage. Voilà. Après, on peut les. Voilà. Ça y est, maintenant on a les exposés. Et vous avez mon image à moi en même temps. Bon. Sur la boîte, oui. D'accord. Alors les États-Unis, eh bien, les États-Unis se situent dans une assez mauvaise place, mais la plupart des journalistes donnent des chiffres en valeur absolue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer la valeur absolue parce que ce pays est plus peuplé que la France, la Suisse, l'Allemagne, etc. Donc, il faut, comme toujours, rapporter au nombre à 1 million d'habitants pour savoir ce qu'il en est. Donc, on en est actuellement, j'ai regardé les chiffres OMS au 25 mai qui sont disponibles sur Internet, à 298 décès aux États-Unis. Sachant que la vague est arrivée un peu plus tard, hein, selon le mouvement de progression du virus de l'Est vers l'Ouest, elle est arrivée plus tard qu'en Europe. Il faudra qu'on arrête les compteurs plus tard s'il n'y a pas une deuxième vague pour y voir plus clair. Il faut noter aussi le caractère de la structure fédérale des États-Unis. C'est-à-dire que contrairement à la France, ce n'est pas un pays centralisé. Alors c'est vrai qu'il y a un président qui est une figure de proue très visible, qui parle souvent, qui tweete plusieurs fois par jour, et finalement on a l'impression que les États-Unis c'est lui. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est un État fédéral et parce que la santé est une compétence fédérale qui plus est. Et on a bien vu que quand il avait décidé qu'on pouvait circuler, certains États démocrates voulaient confiner quand même. Puis après, on a eu des groupes plutôt situés à l'extrême droite qui protestaient contre le confinement au nom de la liberté de circuler. Enfin bref, le président peut dire ce qu'il veut, mais il ne fait pas ce qu'il veut quand même dans un grand pays comme ça. Alors je cite Jeffrey Sachs parce que tout à l'heure, j'ai cité Macron qui disait que le virus n'avait pas de passeport. Là, je cite Jeffrey Sachs qui fait une appréciation sur son président, « complete nitwit as president », un crétin absolu. Je lui laisse évidemment la responsabilité de ses propos que je ne me permettrai pas d'endosser. D'autant que c'est très compliqué, les États-Unis. Certains parlent d'État profond, mais même si ce n'est pas profond, il y a un État complexe. C'est une machinerie éminemment compliquée et donc on ne peut pas tout mettre sur le dos du président, que ce soit du positif ou du négatif. Alors quels sont les constats principaux qu'on peut faire sur les États-Unis en guise de synthèse globale et sans rentrer dans les détails? D'abord, en dehors de ce mauvais chiffre global mais qui n'est pas catastrophique puisque d'autres ont fait pire, notamment la France par million d'habitants, si on se rapporte aux chiffres précédents tout à l'heure. D'abord, c'est que les minorités pauvres sont sévèrement touchées. Et parfois, ils cumulent, c'est-à-dire que si on est à la fois afro-américain et pauvre, ce qui est le cas quand même de pas mal, ou latino, on a la double peine. Et puis si en plus on a de mauvaises conditions de vie et d'alimentation, on a des chances d'être obèse. Et vous savez que l'obésité était un des cas d'aggravation dans le traitement du Covid-19. Donc, il faut effectivement avoir une vision globale, mais il faut avoir aussi une vision géographique et sociale pour considérer qu'il y a des handicaps cumulés. Il semble qu'il y ait de toute façon aux États-Unis une plus forte mortalité maternelle. Là, je cite un rapport qui est assez affolant pour les jeunes mères dans les maternités. 26 décès pour 100 000 naissances.
place les États-Unis dans la même tendance que le Swaziland, le Lesotho ou l'Afghanistan. Quand même pas, pour la première puissance mondiale, c'est pas glorieux, sachant qu'en Suisse, par exemple, on compte 5 femmes décédées pour 100 000 naissances. Donc, c'est 5 fois plus. Donc, cette gestion de la maladie est aggravée par le fait que, vous savez, il y a bien un gros 30% de citoyens qui n'ont pas d'assurance maladie. Et quand ils ont une assurance maladie, elle est liée à leur employeur. Et s'il y a le confinement, ils se retrouvent au chômage total ou partiel, donc ils ne sont plus assurés. Donc, on les soigne, puis après, on leur envoie une facture qui est au moins de 8 000 $, voire plus. Donc, ils vont s'endetter pour ça et ça va créer quand même des problèmes en différé qui auront peut-être des incidences sur les élections parce que la différence entre les États-Unis et la France, c'est que la France n'est pas à la veille d'une consultation électorale, les États-Unis, oui. Deuxième paramètre, c'est le déclin manufacturier des États-Unis. Alors, ils essayent de s'en sortir avec des astuces, notamment avec un pillage des technologies de leurs amis, y compris de leurs adversaires, mais même de leurs amis, puisque l'espionnage industriel est l'activité presque principale des États-Unis. On met beaucoup l'accent sur les terroristes, mais au quotidien, la NSA et les autres se chargent de piller les technologies de leurs concurrents. Ils pillent les ressources naturelles par la même occasion. Je ne reviens pas sur les guerres du pétrole et autres. Là, je donne 2 références de livres de David Harvey et Claude Serfati pour documenter ça. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse avec un entretien récent dans la presse avec le général Qiao Liang. Qiao Liang est un général chinois qui est co-auteur d'un livre qui a été un best-seller à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui s'intitule « La guerre hors limite », en anglais « The Unrestricted Warfare ». Et à l'époque, il était colonel de l'armée de l'air, depuis il est général à la retraite. Il vient de faire un entretien très intéressant qui actualise un petit peu, en fonction de la crise sanitaire, les constats qu'ils avaient faits dans leur livre. Juste une idée, une seule qu'il faut retenir de leur livre écrit il y a 20 ans, mais qui reste totalement actuelle, c'est que les opérations de guerre du 21e siècle seront des opérations de guerre non militaires. Une opération de guerre non militaire, ça veut dire qu'elle est financière, monétaire, industrielle, technologique, culturelle, informationnelle, bref, tout ce qui encadre en sandwich une intervention militaire. Dans le 19e et le 20e siècle, vous aviez des opérations militaires qui étaient précédées d'opérations non militaires et suivies d'opérations non militaires. En gros, la propagande pour déstabiliser l'adversaire, en gros, l'espionnage, etc. Aujourd'hui, les proportions sont inversées. Le militaire est en sandwich entre du non militaire avant et après. Et donc, ce général Qiao Liang, qui vient de faire une analyse récente dans la presse, dans un journal évidemment chinois, n'engageant que lui, mais qui a l'air d'être en phase avec les autorités politiques de son pays, précise que les Américains ne sont pas si bons qu'ils voudraient le dire, parce que leur industrie manufacturière a beaucoup décliné. Là, je prends 2 exemples de chiffres qui montrent le déclin de cette industrie des États-Unis sur 30 ans, 93-2018. Vous voyez que c'est la part de l'industrie dans l'emploi total des États-Unis. Ils sont passés de 26% à un petit 20%. On peut comparer à la France qui est arrivée au même niveau. Tout à l'heure, je disais 10%, mais ce n'était pas de la main-d'œuvre, c'était de la valeur ajoutée, de la richesse. Là, on est effectivement dans cet actu-là. Or les Chinois sont devenus l'atelier de sous-traitance des Américains, et même les Russes d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'appareils respirateurs qui ont été livrés par la Russie aux États-Unis et qui contenaient des technologies sur lesquelles théoriquement il y avait de l'embargo. Donc on voit bien que c'est assez complexe. Et les Chinois, je dirais, rigolent un peu en disant qu'on ne peut pas les sanctionner parce qu'ils sont devenus un peu incontournables.
Les États-Unis ont de l'avance technologique dans certains domaines. Ils ont notamment des microprocesseurs. Ils ont des chips, comme on dit, qui sont encore performants, mais les Chinois pourront les avoir, s'ils ne les ont pas déjà, pratiquement du jour au lendemain, et ils y travaillent. Ils sont en train d'acquérir aussi une autonomie monétaire en limitant la part des dollars dans les transactions internationales. Un troisième point, c'est la guerre de l'information. Parce que, comme le disent les Chinois, mais les Américains sont d'accord avec ça, aujourd'hui, la forme de guerre principale, c'est InfoWar. InfoWar, ce n'est pas simplement l'information que je diffuse en contrôlant les journaux, en passant des informations sélectionnées, mais c'est l'information que je m'approprie. C'est la possibilité de pénétrer les informateurs et donc les sources d'information de l'adversaire. Tout ça, c'est la guerre de l'information. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a les procès en cours et les grandes affaires de Chelsea Manning, ancien caporal de l'armée américaine, emprisonné, libéré, réemprisonné, enfin, je crois qu'elle est toujours en prison actuellement, ou en résidence surveillée. Donc, tout est fait pour que, visiblement, l'information ne circule pas. Et le grand crime d'Assange, c'est d'avoir révélé les turpitudes d'Hillary Clinton. On a accusé les Russes, mais les principales faiblesses qui ont été révélées par Assange, c'est les mails d'Hillary Clinton, c'est les révélations sur les opérations secrètes en Libye et ailleurs. Et ça, on ne pardonne pas du tout à Assange. Donc, d'un côté, on bâillonne les opposants, de l'autre côté, on essaye d'intoxiquer avec des informations. Alors, quand je dis on, ce n'est pas forcément le président, c'est l'État profond, c'est l'État profond, c'est la NSA, je ne dis pas qui c'est, mais enfin, il faut quand même se souvenir que Snowden a fait un livre dans lequel il donne des sources d'informations et il dit que nous sommes tous sous surveillance. Et il le prouve. Il montre un certain nombre de faits qui n'ont pas été démentis. Quatrièmement, cette gestion de la crise par les États-Unis a révélé un aspect déplaisant. Et là, notre collègue Alfred de Zayas, qui est un ancien haut fonctionnaire des Nations Unies et qui est membre de notre conseil de fondation, a fait plusieurs entretiens. Je vous renvoie vers ses déclarations. Il a beaucoup critiqué les embargos sanitaires. L'embargo est de toute façon toujours abusif. On a bien vu que dans le cas de l'Irak, entre les deux guerres, il y a eu un embargo qui a tué des dizaines de millions de civils et que finalement, notamment des enfants, parce qu'on n'a pas fait le tri entre le matériel proprement stratégique et militaire et puis le matériel civil. Donc, en cas de pandémie, c'est encore plus grave. Et donc, on a empêché des livraisons de respirateurs vers Cuba. Néanmoins, ils s'en sortent bien. Donc là, je donne le lien que vous pouvez consulter, si ça vous intéresse, sur les sanctions économiques comme crime contre l'humanité par Alfred de Zayas. Alors néanmoins, les situations sont très différentes. Les Cubains ont pris l'habitude de s'en sortir et ils n'ont que 7 décès par million. Alors que les Iraniens en déclarent 87, ce qui est inférieur aux Français, aux Américains et bien sûr aux Espagnols, aux Italiens et à fortiori aux Belges, mais ces chiffres ne sont pas fiables et beaucoup de pays, beaucoup d'observateurs doutent de cette réalité des chiffres. Donc finalement, cette crise aux États-Unis est assez contrastée. Elle est arrivée plus tard que dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas se prononcer totalement. Visiblement, il y a un ralentissement, mais il faudra voir où. Et que je suis passé un peu vite tout à l'heure sur les poches de virus et de propagation du virus. Il n'y a pas seulement les Afro-Américains et les Latinos, il y a les Amérindiens et il y a les populations du Nord qui sont les habitants de l'Alaska et autres, qui n'ont pas bénéficié de mesures de protection, qui ont demandé que certaines pêcheries qui étaient des foyers de contamination possible soient fermées et n'ont pas obtenu gain de cause. Alors, en France, finalement, on a vu tout à l'heure que le gouvernement dit on va réprimer la population comme ça, nous, on va montrer qu'on est bon. Aux États-Unis, ce n'est pas la même stratégie, ce sont les autres pays qui sont coupables. Alors, selon les personnes et selon les partis, Trump vise les Chinois,
La bête noire des démocrates, c'est plutôt les Russes. Bon, chacun a sa bête noire. Biden en particulier a été très impliqué dans un certain nombre de cas litigieux, notamment en Ukraine, sans parler des critiques de harcèlement dont il a fait l'objet. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Caroline Galacteros vient d'écrire un article très intelligent sur l'impact de la crise en disant finalement les Américains ont toujours voté sur des critères économiques. Les critères politiques et les critères internationaux les intéressent très médiocrement, mais l'impact économique, l'impact sur l'emploi, qui a contribué à faire élire Trump, parce que Trump s'est beaucoup battu sur America First, etc. Finalement, s'il arrive à s'en sortir sans trop de casse sanitaire et avec une remontée de l'économie d'ici son élection, il passera. Sinon, il donne une chance à Biden qui, entre nous soit dit, est franchement pas très bon, mais qui pourrait, à moins que les démocrates sortent de leur manche, que c'est une hypothèse qui circule parfois, un autre candidat devant les insuffisances de Biden ou une candidate. On dit parfois que Merci, Obama je vais céder la parole à M. Jacquet pour la dernière intervention. Voilà, merci. Merci. Alors, rebonsoir. Alors, moi, je vais vous parler de l'Afrique. Alors, c'est un peu un challenge puisque l'Afrique est un grand continent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les réalités politiques, sociales et humaines ne sont pas nécessairement les mêmes, évidemment. Donc, je vais vous parler de l'Afrique de manière globale et puis un peu essayer de faire un peu une cartographie de l'Afrique et du Covid, c'est-à-dire un peu quelles sont les zones les plus touchées et puis quels sont aussi certains risques qui peuvent être liés justement à l'impact du Covid-19, des risques, on pourrait dire, socio-économiques et puis politiques, qui sont particulièrement plus aigus pour certains pays. Et c'est ce que j'aborderai à la fin. Alors, de manière globale, tout d'abord, au 26 mai 2020, on avait 54 pays africains qui étaient affectés par la pandémie de Covid-19. On avait un total cumulatif de 99 433 cas recensés depuis le début de la crise. Et on avait 3078 décès recensés. Alors, l'Union africaine a un Center for Disease Control, un espèce de centre un peu de surveillance des maladies, on pourrait dire, qui elle a recensé un peu plus de cas, 3479 cas. Et on aurait 39 103 personnes qui ont pu guérir. Alors, j'emploie le conditionnel aussi, puisque pour l'Afrique, mais pas seulement, pour aussi des pays européens ou d'autres pays du monde, les données ne sont pas définitives, sont des estimations, puisqu'il peut y avoir des oublis, il y a aussi des catégories volontairement ou involontairement qui ne sont pas comptées. Et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas être comptées parce qu'elles ne sont pas accessibles, elles peuvent vivre dans des régions reculées. Alors le premier constat de manière globale, c'est que l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus touché avec 23 615 cas recensés. Et ensuite, quand on regarde les principaux foyers, eh bien, on a l'Égypte qui a presque 18 000 cas. Ensuite, l'Algérie, on est à 8 503 cas. Le Maroc, 7 556. Le Ghana, 6 964. Le Nigeria, 8 068. Cameroun, 4 890. Guinée, 3 275. Ensuite, Soudan, 3 976. Sénégal, 3 161. Côte d'Ivoire, 2423, et la RDC, la République démocratique du Congo, 2297. Les pays les moins touchés sont ceux d'Afrique australe, alors moins touchés de manière relative évidemment, donc c'est l'Angola, la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe ou le Botswana. Et ceux qui sont vraiment les moins touchés sont proches de l'Afrique australe. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe, on parle du Malawi et du Burundi notamment. Donc ce qu'on remarque, c'est que les pays qui sont les plus touchés sont ceux déjà qui sont des pays de grand passage, qui sont des pays fortement peuplés, développés, des pays côtiers dans beaucoup de cas. Donc, ce sont des pays en fait qui peuvent servir d'interface, qui sont plus concernés par les échanges commerciaux évidemment, mais surtout les échanges humains. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, et c'est un des challenges par rapport à cette crise du Covid. Mais en Afrique aussi, les gens voyagent beaucoup, et pas seulement par avion avec des lignes intérieures, interafricaines, mais aussi par des lignes de bus de longue distance. Donc voilà, ces pays qui sont touchés, eh bien, on remarque aussi beaucoup des pays développés en Afrique, enfin, développés entre guillemets en tout cas, qui sont, on va dire, un peu les plus développés de l'Afrique. Et puis, voilà, donc des pays côtiers pour la plupart et des pays de passage. Les pays d'Afrique australe, c'est un peu aussi énigmatique puisque certains sont des pays qui ne sont pas isolés.
On a l'Angola, par exemple. L'Angola est assez connecté. Il y a beaucoup d'échanges humains et commerciaux avec l'Angola. Il y a une forte présence étrangère, notamment chinoise. Donc, pour l'Afrique australe, on remarque qu'il y a un peu cette anomalie. À l'exception de l'Afrique du Sud, les pays d'Afrique australe s'en sortent plutôt bien. Alors, l'impact social, économique et politique de la pandémie de Covid-19 en Afrique est évidemment négatif, mais sa gravité varie en fonction des pays concernés, en particulier de leur niveau de développement socio-économique et surtout de la capacité de leur infrastructure médicale à prendre en charge les personnes infectées. Alors, les pays du Maghreb sont particulièrement touchés, mais leur système sanitaire est parmi les plus développés en Afrique. Et il est plus développé, par exemple, le système sanitaire tunisien, imaginons, est plus développé que celui de la Guinée-Conakry, par exemple. Et les pays d'Afrique australe, eux, ont enregistré le moins de cas d'infection, mais leurs systèmes de santé sont moins développés que ceux du Maghreb, du Nigeria ou du Sénégal, par exemple. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que pour un pays africain disposer d'une infrastructure théoriquement, médicale et sanitaire théoriquement plus développée que d'autres sur le continent ne signifie pas qu'il y a une capacité à faire face à la crise du Covid-19. Vous pouvez avoir des bons hôpitaux à Lagos au Nigeria, mais Lagos est une ville surpeuplée avec une bonne partie de la population qui est pauvre et qui n'a pas accès aux soins médicaux. À l'inverse, par exemple, au Malawi, il y a peu de cas, mais le Malawi est un des pays les plus pauvres, donc son système médical peut être assez rapidement dépassé, même s'il y a peu de cas. Alors, ça, c'est un peu les constatations générales qu'on peut tirer. Alors, les autorités des pays les moins développés sont généralement considérés comme les moins aptes à faire face à des situations de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires. Mais il ne faut pas perdre de vue pour autant que dans ces pays, on a des agences de l'ONU ou des programmes de l'ONU et des ONG qui opèrent depuis de nombreuses années et qui assistent les populations locales, voire parfois qui compensent les déficiences des systèmes sanitaires locaux. Donc les populations locales, en particulier dans les pays africains qui ont traversé de nombreuses crises humanitaires et des conflits armés, ces populations peuvent faire aussi preuve d'une certaine résilience. Et ces populations, elles ont l'habitude aussi de faire face à des situations d'urgence, notamment sanitaires, comme ce fut le cas lors de l'épidémie de virus Ebola en Afrique de l'Ouest, ou lorsqu'un des différents syndromes respiratoires aigus sévères avait aussi touché l'Afrique il y a à peu près 5 ans par là. Donc l'impact socio-économique du Covid-19 et des mesures de confinement, il est le plus négatif dans les pays les moins développés, c'est évident, et où la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et là, on a différents pays. Ça peut être des pays du Sahel comme le Niger, par exemple, qui pourtant d'ailleurs a des ressources naturelles. Le Nigeria, qui a des ressources naturelles, mais qui connaît un phénomène de corruption assez fort, une très mauvaise distribution des richesses, donc il y a une très forte pauvreté. On a la RDC, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine ou le Zimbabwe. Les travailleurs journaliers, imaginons les ouvriers agricoles journaliers, les commerçants, je dirais même plutôt les petits commerçants, et tous ceux qui vivent de petits métiers au jour le jour, comme on le voit dans les rues des villes en Afrique, les gens qui vendent, je ne sais pas, des mouchoirs, de la nourriture, ou sur les marchés aussi. Eh bien, ces catégories de population sont les plus affectées. Voilà. Et il ne faut pas perdre de vue en plus que dans l'écrasante majorité des pays africains, il n'y a pas de système d'assurance chômage ou d'aide financière de l'État. Et dans les quelques États où ces systèmes peuvent exister, ils ne permettent pas aux allocataires de subsister et de survivre. Ce n'est pas suffisant. Donc, généralement, dans ces pays-là, et d'ailleurs pour beaucoup de pays encore en Afrique, l'assurance chômage et vieillesse, ce sont les enfants. C'est quand on a plus d'enfants et qu'ils travaillent, eh bien c'est là où les personnes âgées sont entretenues. Alors les mesures de confinement, elles ont été mal accueillies par ces classes sociales, les classes sociales les plus défavorisées, qui ont vu une menace pesant sur leur survie. À Lagos, au Nigeria, des ouvriers du bâtiment sont ainsi révoltés le 27 avril 2020 contre les mesures de confinement. Et à la mi-avril, on avait 18 personnes qui avaient perdu la vie suite à l'usage de la force par la police nigériane. Voilà. En avril, la pénurie de nourriture en Afrique du Sud a mené à des émeutes à Johannesburg. Puis pas très loin, au Lesotho, les forces armées locales ont été mobilisées pour ramener l'ordre dans les rues. L'impact socio-économique de la pandémie de Covid-19, il pourrait aussi avoir de graves effets politiques dans certains pays africains. Une note diplomatique du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay, publiée le 24 mars 2020, a même évoqué le risque de voir des États africains s'effondrer
face aux troubles causés par le Covid-19. Alors ce rapport s'appelait l'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique, point d'interrogation. Alors d'après ce rapport, il pourrait y avoir de nombreux décès et les services médicaux de nombreux pays africains pourraient être rapidement saturés. Donc c'était un scénario catastrophe sur lequel se basait ce rapport. Et la crise sanitaire en résultant donc, pourrait renforcer le mécontentement populaire à l'égard d'institutions de gouvernement déjà très critiquées, voire même carrément discréditées. Et si un chef d'État africain venait à être infecté, voire à décéder, cela pourrait mettre fin à certains régimes, mettre fin à des équilibres qui pouvaient être précaires, des équilibres politiques ou ethniques. Ça pourrait amorcer des transitions politiques ou au contraire relancer des luttes de pouvoir qui pourraient dégénérer en conflit. Voilà. Et ça pourrait être grave dans le cas, par exemple, de chefs d'État africains qui sont âgés, qui sont au pouvoir depuis longtemps et qui font face à une autorité qui s'érode ou qui sont les seuls à pouvoir maintenir des équilibres, certains types d'équilibres. Pour la suite, ça pourrait changer. Alors, imaginons si le président de Congo-Brazzaville, qui est très âgé, tombait malade, ça serait une très mauvaise nouvelle, pas seulement pour le Congo-Brazzaville, mais aussi d'ailleurs pour le secteur énergétique en particulier. Donc, Cameroun, Gabon et Congo-Brazzaville sont particulièrement affectés par la chute des cours du pétrole et le ralentissement des activités économiques. Selon les scénarios les plus pessimistes, cette crise économique pourrait déboucher sur des transitions politiques dans ces pays. De manière générale, les classes moyennes et les catégories sociales les plus défavorisées qui survivaient grâce à l'économie informelle sont les plus touchées par la crise économique générée par le Covid-19. Le discrédit des élites politiques, les rumeurs populaires, voire les théories du complot, pourraient même mener à des phénomènes de violence collective. Et là encore, on est dans des scénarios très pessimistes. Et d'après ce rapport, les acteurs pouvant mobiliser la population, ce sont les groupes religieux et les leaders religieux qui peuvent à la fois apaiser les foules ou les mobiliser. Ça peut être aussi les diasporas qui font circuler des informations considérées comme fiables et qui aussi soutiennent financièrement des ONG ou des gens simplement au pays et qui peuvent se mobiliser, même politiquement. On a les artistes populaires comme les chanteurs, ça il ne faut pas le sous-estimer, ils peuvent avoir une forme d'autorité morale. Et puis on a aussi les entrepreneurs qui peuvent mobiliser leurs moyens financiers et qui sont toujours assez, on pourrait dire, prompts à critiquer les États, leurs défaillances et qui pourraient voir dans certaines ouvertures des opportunités pour la suite. Donc le rapport français concluait en proposant, je cite, d'accompagner en urgence l'émergence d'autres formes d'autorité africaine crédibles pour s'adresser au peuple afin d'affronter les responsabilités de la crise politique qui va naître du choc provoqué par le Covid-19 en Afrique et sans doute ailleurs. Alors, je vais conclure là-dessus, mais le rapport a posé donc des scénarios pessimistes avec de nombreux éléments qui étaient quand même pertinents, mais il a été critiqué par nombreux journalistes et universitaires africains qui ont vu une vision un peu obsolète des réalités de certaines sociétés africaines. Voilà, je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Galis, et merci, M. Jacquet, pour vos interventions. Nous allons introduire les questions. Donc, vous pouvez cliquer en bas de votre écran. Vous avez un bouton pour lever la main pour les personnes qui ont des questions et on ouvrira vos micros. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? On passe la parole à M. Jacquet pour le coup. Non, Jacquet, il fait. Il n'y a pas Thierry Gilles qui lève la main, non? Oui. Oui. Alors, Thierry. Thierry, on t'écoute. Non, il n'a pas vu la main. Non? Non. Non, il vient après. Bien Alors, redonnons la parole à M. Galis pour une conclusion et ensuite à M. Jacquet. C'est très bien. M. Galis. Merci. Une minute de conclusion. Écoutez, oui, je voulais reprendre ma fiche pour ne pas répéter des choses dites sur ces conclusions, mais je dirais d'abord que ça interroge la mondialisation. Il y a un débat qui dit il faut démondialiser ou il ne faut pas démondialiser. Moi, je trouve que ce débat est trop schématique. Il faut probablement repenser la mondialisation. Et repenser la mondialisation, ça veut dire être moins aveugle. Et il faut mettre en avant 3 idées. Les recentrages, c'est-à-dire certaines priorités doivent être démondialisées, entre guillemets, en tout cas reprises en contrôle politique. Deuxièmement, il faut le pluralisme, parce que
Le monde est devenu non seulement multilatéral, mais multipolaire. Et je pense que l'une des difficultés, notamment en Occident, c'est que nous n'avons pas compris que le monde est multipolaire. Ce n'est pas parce que les États-Unis sont la première puissance militaire qu'ils continuent à faire la pluie et le beau temps, on le voit bien. Donc, il y a des espaces, il y a les pays émergents, il y a le bloc constitué par la Chine et les autres, et puis le multilatéralisme qui est mis à mal puisque le président Trump se désengage de tous les accords militaires et même de l'OMS, et les Chinois en profitent et après on leur reproche d'en profiter, ce qui est quand même un peu curieux. Donc, premièrement, réformer la mondialisation plutôt que démondialiser. Deuxièmement, je crois que les autorités politiques, qu'elles soient locales ou nationales, doivent définir des secteurs stratégiques. Les Japonais le font clairement. Les Japonais ont une vision stratégique et les autorités politiques, en liaison avec le secteur privé, ont toujours su définir des objectifs. Et ils continuent à le faire. Les Français ont eu la mauvaise idée de supprimer un outil qu'ils avaient créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la planification indicative. Et le commissariat général au plan, qui a été supprimé par De Villepin, Premier ministre. Ça n'a pas été une bonne idée. Je pense que tout le monde devrait dire, écoutez, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on peut sous-traiter à l'étranger sans risque, parce que c'est moins cher, mais dans certains cas, le moins cher n'est pas une sécurité. Si vous voulez une voiture qui ne vous tue pas, vous n'allez pas prendre la voiture la moins chère. Vous allez faire un équilibre entre votre sécurité et le prix de la voiture si vous avez les moyens de le payer. Donc, soit vous payez une voiture absolument sûre, soit vous descendez en gamme, mais le critère du meilleur prix est un critère économique qui a aveuglé un certain nombre de décideurs, à la fois privés et publics. Et je crois que c'est une chose qu'il faudra remettre en cause, redéfinir les priorités dans des débats politiques nationaux et locaux. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole à M. Jacquet afin qu'il puisse conclure également. Oui, alors moi, mes conclusions vont aussi dans le même sens de celui de Gabriel. Je veux dire, c'est là, on se retrouve à nouveau avec un débat qui est un peu libre-échange versus protectionnisme, ouverture versus fermeture des frontières. Parfois, malheureusement, le débat aussi prend une tournure exagérée où on pense que le protectionnisme est le tout protectionniste et donc c'est l'isolation. Et à l'inverse, on voit justement que les industries aussi stratégiques et vitales, notamment dans les secteurs comme le médical, la France en a manqué cruellement durant cette crise. On s'est retrouvé dans une situation assez désastreuse. Donc se pose la question, et là je rejoins Gabriel, d'une forme de planification stratégique, comme le fait la Chine, le fait le Japon, le fait d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas aussi, les États-Unis, en vérité, les Anglais le font, à un autre niveau, mais c'est très ancien chez eux aussi. Ce n'est pas de la planification, ça n'y ressemble pas, mais il y a toujours aussi ce questionnement à côté du profit de quelle manière assurer certaines formes de sécurité pour la population, notamment au niveau médical, humain ou autre. Donc, après, je vais être honnête avec vous, pour ce qui est de ces questions qui se posent, je pense qu'on se retrouve dans la même situation qu'en 2008, au lendemain de la crise des subprimes, en 2008-2009, où tout le monde semblait tirer un constat assez clair, et puis il n'y a eu aucun changement. Donc je doute, surtout avec l'impératif maintenant de combler les déficits et les pertes économiques générées par cette crise sanitaire. Je ne sais pas vraiment si on va développer réellement un modèle économique alternatif. J'ai des forts doutes là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jacquet. Je vais maintenant céder la parole à M. Thierry Dean, qui est le rédacteur en chef du Monde économique, pour un petit briefing du journaliste. Merci encore. C'est assez passionnant de voir que les rencontres au niveau du virtuel ont encore de très beaux jours parmi nous. Je remercie déjà Gabriel Gallis pour cette intervention. Je remercie également Gilles-Emmanuel Jacquet pour ses interventions. Si on commence par exemple avec Gabriel a eu 2 interventions. Dans la première intervention, il a fait le point sur la situation de la pandémie avec un focus sur la France. Il apparaît clairement, selon lui, que la gestion de la crise par le gouvernement a été très mauvaise. Dans son deuxième discours, qui était beaucoup plus centré sur les États-Unis, on s'est rendu compte que ce discours était beaucoup plus modéré, car sa deuxième intervention, lorsqu'il parle de la situation des États-Unis,
on voit lorsqu'il parle de cette situation, il a tendance à nous faire croire que pour la situation américaine est mauvaise en chiffres global, mais pas catastrophique, et que ce sont les minorités qui ont été les personnes les plus touchées, Notre deuxième intervenant, c'était Gilles-Emmanuel Jacquet. Gilles-Emmanuel Jacquet a également eu 2 interventions. Dans sa première intervention, il a fait également un point de situation sur la pandémie en Russie, en montrant comment le pays a dû faire face à cette pandémie. De par sa proximité avec la Chine, de par sa taille, de par sa population, la Russie, d'après Gilles-Emmanuel, a joué un rôle de fusible. Lors de sa deuxième intervention, il a plutôt parlé de la situation au niveau de l'Afrique. Et on constate d'après lui que les pays de grand passage, les pays qui sont peuplés et les pays qui sont près des côtes ont été très touchés. C'est le cas par exemple de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Algérie et même du Nigeria. Par contre, on constate que l'Afrique australe a été très peu touchée. En gros, ce qu'on peut retenir de ça, c'est beaucoup plus au niveau de l'impact socio-économique qu'au niveau de l'Afrique qui a été très, très négatif car les populations ont été les plus affectées. Aujourd'hui, donc, je ne sais pas si on relance directement avec les questions ou ça se passe comment? C'est directement les questions-réponses? Odia? Allô? Alors, je ne sais pas si j'attaque directement avec les questions. Olivier me dit que Est-ce que vous m'entendez? Gilles-Emmanuel, on m'entend toujours? OK. Donc, c'est de leur côté que ça ne marche pas alors. Olivier, je n'entends pratiquement pas. Je me demande d'attendre ou bien de reprendre? D'attendre. OK. Activé, voilà. Maintenant, tu peux Alors, parler. C'est bon. est-ce que tu nous entends, Thierry? Moi, je vous entends, Gilbert. Voilà. Parfait. On a eu un petit souci technique. Tu peux reprendre. Depuis où? Alors, peut-être pas reprendre. Je peux peut-être directement lancer avec les questions-réponses ou pas? Oui, exactement. Alors, moi, la première question va d'abord s'adresser directement à Gabriel. Aujourd'hui, on assiste à une reprise progressive des activités et il y a une petite musique aujourd'hui qui circule en disant le monde d'après. Est-ce que d'après vous, l'heure du capitalisme à visage humain a-t-elle sonné? Oui, et ça c'est une bonne question. D'abord, je crois qu'avec le recul, on s'aperçoit
que les dirigeants politiques dans le brouillard, et ce n'est pas de leur faute, ils ont peut-être surestimé la nécessité de confiner tout le monde. Les pays qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui ont testé la population, qui ont isolé les malades et qui ont laissé sortir les autres avec des masques. Encore fallait-il avoir des masques. Et c'est là où l'Asie s'est beaucoup mieux débrouillée que l'Ouest, parce qu'ils n'ont pas fermé tout le monde et ils ont pu maintenir une activité économique minimum. Deuxièmement, effectivement, moi j'entends beaucoup parler de le monde d'après. Je pense qu'on rêve en couleur. Et comme disait Gilles Emmanuel, on a dit la même chose après la crise de 2008. Ça ne va pas nous tomber tout seul dessus, le monde d'après. S'il n'y a pas des initiatives de groupes, de populations, de communautés, de collectivités, de citoyens pour remettre en cause les points que j'ai soulignés, pluralisme, réappropriation de moyens locaux de décision, stratégie de relocalisation d'un certain nombre d'activités. Mais ça veut dire faire des choix. Est-ce qu'on a besoin d'autant de portables renouvelés aussi souvent pour piller des métaux rares? Est-ce qu'on a besoin de continuer, comme disent les économistes, à confondre la croissance et le développement? Moi, je ne suis pas contre le développement, mais je pense qu'une croissance inconsidérée qui mesure le PIB en additionnant tout ce qui est produit d'utile et d'inutile, ce n'est pas forcément intelligent. Donc, c'est toute une réflexion à faire de la méthodologie de l'économie qui a été de bonne aloi pendant quelques décennies et puis qui maintenant est tombée aux oubliettes. On a loupé la sortie de la guerre froide, c'est peut-être l'occasion de ne pas louper une fois, deux fois, trois fois les échéances en se disant que, vous savez, le secrétaire général de l'ONU a fait un appel au cessez-le-feu général pendant le Covid. Eh bien, ça n'a pas eu d'effet. Il n'a pas été entendu et les grandes puissances continuent à faire du surarmement. Ils envoient des flottes un peu partout pour menacer les récalcitrants. Donc, c'est possible qu'on arrive à faire des progrès locaux dans certains secteurs, dans certaines régions. Je ne crois pas que tout le monde va le faire en même temps parce que malheureusement, l'humanité est bornée et les dirigeants possédants et autres, ceux qui sont aux commandes, ne comprendront, passez-moi l'expression, que les coups de pied dans les fesses. Merci bien, Thierry. On n'a plus le son. Si. C'est lui qui l'a plus. Pour mettre le son. On ne t'entend plus, Thierry. On ne t'entend pas, Thierry. Pour mettre le son. Non. Vous ne m'entendez pas? C'est bon, là c'est bon. Je dis à un certain moment, Gabriel a dit que le critère du meilleur prix doit être remis en cause. Alors, Gilles Emmanuel, je ne sais pas, est-ce que c'est par idéologisme qu'il le dit ou alors concrètement on va le faire? Parce que je ne vois pas aujourd'hui des gens qui ont des bas salaires aller acheter des choses qui sont au-delà de leur prix. On est d'accord. C'est une réalité qui est là. Oui, tout à fait. Surtout les classes populaires ou les plus défavorisées, quand ils vont faire leurs achats, effectivement, c'est les prix les moins chers. Ce n'est pas tant la qualité du produit qui les intéresse, c'est plutôt le prix. Je pense que ce que Gabriel voulait dire, et on n'est pas dans l'idéologie, mais l'idée, c'est que le prix le moins cher, la compétitivité ou le bénéfice ne devraient plus nécessairement être les trois seuls grands indicateurs ou la croissance, disons, ces choses que l'on vise pour un système économique. Je vais paraître un peu peut-être utopiste, mais en même temps, c'est pourtant du réalisme. À la base, quand les humains se mettent en société et quand il y a une économie qui naît, ce n'est pas d'abord pour générer un profit, c'est avant tout pour la subsistance. Le deuxième stade, c'est le surplus, et à partir de là, les activités se complexifient, mais les activités, encore une fois, elles sont là, et la société pour être au service de l'humain. Ce n'est pas l'humain qui doit être au service de la société. Quand on fournit un service ou un bien, c'est pour satisfaire un besoin. Ne nous racontons pas un peu des histoires ou autres. C'est ça à la base. Merci. Alors, la question qu'on peut ramener après, c'est ça. Alors après, ce n'est pas d'idéologie, ce sont peut-être des idéologies, mais pas nécessairement marxistes, hein, mais c'est la question du juste prix. C'est une question que même l'Église catholique a posée. C'est la question du juste prix, de la juste rémunération du travail, et aussi se poser finalement la question de c'est quoi le but d'une société et le but de l'économie. Et Gabriel, si je veux compléter peut-être la réponse de Gilles Emmanuel, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe ou la Russie,
est-ce qu'il y a une grande puissance qui se sent renforcée qui sort renforcée de cette crise sur le plan géopolitique? Je voudrais préciser ce que je disais. Moi, je suis pas pour qu'on laisse les gens avec des bas salaires. Donc, je suis keynésien de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut mettre de l'argent, il faut payer plus les gens, notamment les infirmières françaises qui sont sous-payées. Et avec ça, elles pourront s'acheter des poulets fermiers, pas des poulets d'élevage, ni des vaches industrielles qui voient jamais un brin d'herbe. Voilà, ma philosophie, elle est là. C'est pas de rêver à faire acheter des Porsche aux pauvres, c'est de faire acheter de la qualité par un plus grand nombre de gens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que le gagnant apparemment, c'est la Chine. Je pense que la Chine s'en sort bien parce qu'elle cumule un certain nombre d'avantages et elle les cumule avec intelligence. Elle cumule, une vieille tradition politique. Je pense qu'on oublie toujours que les Chinois ont inventé avec la qualité des élites. Il faut savoir que les mandarins, le mandarinat, il faut savoir que les empereurs envoyaient leurs émissaires aller repérer les petits paysans pauvres, les enfants pauvres qui étaient surdoués. On leur faisait réciter des poésies et ceux qui avaient le plus de mémoire et qui retenaient mieux, hop, on les emmenait à la cour. C'était la capacité, ça a été repris par les jésuites d'ailleurs. Les jésuites, ils ont copié ça des Chinois, la capacité à capter une intelligence populaire et à sélectionner des élites qui n'étaient pas cooptées entre elles, mais qui venaient de plus loin. Donc, ils ont une masse démographique, ils ont une culture politique très ancienne, et je sais parce que j'en ai parlé à des Vietnamiens, qui sont de vieux ennemis des Chinois, et je leur ai demandé ce qu'ils avaient retenu des Chinois, ils ont dit leur système politique, parce qu'il est efficace. Et puis, troisièmement, ils ont une espèce de système hybride qu'ils appellent un communisme de marché. Bon, c'est un parti communiste qui dirige un système très capitaliste avec du social. Parce que quand même, si vous regardez la différence entre l'Inde et la Chine, qui sont deux grandes masses comparables à certains égards, en dehors du fait que l'Inde est fédérale, vous vous apercevez que si vous êtes malade, vous mourrez sur le trottoir en Inde. En Chine, vous êtes pris en charge. Il y a un système social, alors ça, c'est peut-être pas du socialisme ou du communisme, mais c'est en tout cas un capitalisme social. Et de ce point de vue-là, ils attirent une certaine estime parce qu'ils ne laissent pas les gens tomber. Donc, il faut que nous sachions négocier, il faut que nous sachions créer des contre-pouvoirs. Et c'est pour ça que moi, j'estime que l'Europe, entre le dragon chinois et puis l'aigle américain, devrait se conforter comme puissance politique et que dans ces partenariats, elle devrait inclure la Russie. Moi, je pense que je suis de ceux qui sont d'accord avec un rapprochement avec la Russie, pas parce que je suis un admirateur des beaux yeux de Vladimir Poutine, c'est pas de la poutinolâtrie que j'ai, mais je suis géopoliticien réaliste et je pense qu'entre les deux gros blocs qui sont en train de se constituer, qui parfois d'ailleurs se mettent d'accord, éventuellement sans nous le dire, eh bien, il faut que nous ayons une espèce de sous-continent eurasien qui associe les Russes et les Européens. Voilà un peu la réponse que je vous donnerai sur les blocs qui se constituent ou pourraient se constituer. Merci. Merci, M. Yalis. Merci, Thierry Dim, pour vos interventions. Je vais, avant la conclusion de la soirée, vous lire un message de l'association AIESEC que le CREG soutient cette année encore. Il a été expédié par Quinteria Sognac et Estelle Ramirez, qui sont respectivement la présidente et la vice-présidente. Nous nous excusons pour notre absence due aux examens qui ont commencé en ce début de semaine et qui se terminent le 13 juin. Nous remercions M. Mouron de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le sujet du Covid-19 qui nous a touchés depuis mars et ainsi de vous donner un point de vue du côté étudiant. Les étudiants ont négocié au niveau de leurs examens jusqu'à dernièrement. C'est pourquoi ils ont obtenu que ces examens se passent du 25 mai au 13 juin. Du côté de l'AIESEC, ils ont pris le temps en fait, de revoir leurs objectifs et de trouver des alternatives à leur principale mission, qui est de développer le leadership chez les jeunes, et ce à travers des expériences professionnelles ou de volontariat. Ils sont fiers aujourd'hui d'avoir pris le temps
pour une grande réflexion des produits qu'ils proposent aux entreprises ou encore les stratégies au sein de l'Université de Genève. C'est aussi pour préparer en avance et être prêt à la vie qui retournera à la normale, ce qu'on nous souhaite très prochainement. Ce n'est pas juste devant un obstacle qu'il faut tout abandonner. Au contraire, cet obstacle nous a permis de prendre du temps pour reprendre la course en pleine forme, dès qu'elle redémarrera. Nous espérons que la situation continuera de s'améliorer afin que nous nous retrouvions tous autour d'une belle soirée pour apprendre à se connaître. Merci à tous. Kitaria Soniac et Estelle Ramirez. Je cède la parole maintenant à M. Gilbert Moreau. Oui, c'est très gentil. Merci. Je tiens à féliciter les représentants du JPRI entre le président Gabriel Gallis et M. Jacquet. Ils nous ont fait une démonstration de leur intelligence et de leur capacité d'analyse qui a été alors assez formidable. Les gens qui suivront cette émission que nous allons ensuite transmettre à nos membres et à tous nos contacts, ils auront la possibilité d'avoir une vision extrêmement ajustée et extrêmement actualisée de la situation. Alors, félicitations à ces deux personnes, Gabriel Gallis et Emmanuel Jacquet. Merci, un grand bravo. Merci aussi à mes collaborateurs pour cette émission, chez Christian Piton d'abord, Monsieur Marco Ferri, Monsieur Olivier Lassouk et notre représentante Lydia Isvala, qui a fait l'intervalle entre les différents intervenants. Nous ne nous retrouverons pas pour le mois de juin à l'Assemblée générale qui est reportée en septembre ou ultérieurement, mais je vous remercie tous d'avoir participé et je vous souhaite une excellente suite de toutes vos activités. À bientôt et merci.